informer, c'est notre devoir des téléspectateurs amoureux de 30 minutes pour convaincre. Bonsoir et bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous mettre au courant de points chauds marquant la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, sur ces plateaux, nous allons juste analyser la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Sur ces pour analyser ces thématiques, je ne suis pas seule. En face de moi, j'ai deux invités. Monsieur Ngandi, analyste et concept en droit international. Bonsoir, Monsieur Ngandi. Bonsoir, mademoiselle Jeuni. À côté de vous, il y a le sénateur honoraire Saïd, éditeur du journal La Tchoupo. Bonsoir. Merci, madame. Je suis content de l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là comme annoncé. Nous allons juste décortiquer la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Mais avant d'abord d'entrer dans le bain de notre sujet, nous avons tous suivi au moins le discours du chef de l'État à l'occasion de la 75e sommet de l'Assemblée générale de l'ONU. Votre appréciation, M. Saïd? Bon, je crois que depuis qu'il est au pouvoir, c'est la seconde fois qu'il passe au siège central de l'ONU pour prendre la parole et il s'efforce pour que la diplomatie agissante soit effective. Et cette fois-là, il a demandé aux décideurs politiques mondiaux de faire en sorte que la MONUSCO qui est chez nous puisse être renforcée davantage pour que la paix revienne à l'est du pays. Pourquoi ne pas au moins renforcer notre armée que de renforcer la MONUSCO qui est ici? Madame, la plaie a été profonde. Hein? Ce dossier ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 20 ans que l'Est de la RDC est en panne. Ça fait 20 ans que les ennemis du peuple, hein, les ADF, Nalu, une rébellion de l'Ouganda, contre l'Ouganda, mais qui combat contre nous. C'est pas croyable. Ça fait 20 ans que les FDLR, je ne sais pas moi, les Rwandais qui avaient fui la guerre à l'époque, en 1994, ils sont installés chez nous et nous combattent au lieu de combattre les pouvoirs de Kigali. C'est paradoxal, franchement. Alors, je crois que petit à petit, le jour se levera et on aura fini avec toute cette barbarie-là où on tue les gens. Si vous voyez des images qui passent dans des réseaux sociaux, c'est lamentable. Hein, les gens sont comparables à des bois secs. On coupe, on égorge les gens, on éventre les mamans qui ont des fœtus. Tout ça, ça n'honore pas. Mais avec l'aide de l'Éternel, ce sera toujours possible. Un jour, on va se réveiller et ça sera la fin. Merci beaucoup, M. Ngaïdi. Votre appréciation par rapport au discours du chef de l'État à la 75e sommet de l'Assemblée générale plutôt de l'ONU. N'en déplaise aux souverainistes, qui s'appellent aussi par ailleurs, entre guillemets, nationalistes, moi je pense que le discours du chef de l'État, c'est un discours mesuré. C'est un discours d'un responsable. Beaucoup ici, quand on regarde l'opinion congolaise, surtout l'élite intellectuelle congolaise, beaucoup d'entre eux, ou d'entre nous, pensent qu'il faut simplement décider de faire partir la MONUSCO. Simplement. Pour recouvrir notre souveraineté. Moi je dis que c'est trop facile. Si la MONUSCO est dans notre pays, ce n'est pas le fait du hasard. Ils auraient pu être au Botswana ou au Swaziland. Mais pourquoi ils sont ici, chez nous? C'est qu'il y avait des problèmes. Mais ils ne sont pas ici pour nous aider à combattre l'ennemi. C'est-à-dire ces groupuscules, ils sont là d'abord pour des raisons de sécurité pour l'ensemble de la sous-région des pays des Grands Lacs. À savoir s'interposer entre nous, le Rwanda et l'Ouganda. C'est une force d'interposition. Ce n'est pas une force pour combattre l'ennemi. C'est à nous que revient cette souveraineté tant décriée par les gens, de pouvoir combattre le groupuscule des rebelles. Mais il se pose un problème. Le président de la République a parlé dans le bon sens, ou alors j'ai mal suivi les discours. On dirait qu'il a omis un point que je pense être très important, que les élites intellectuelles et politiques ne relèvent pas. Puisque si la MONUSCO part aujourd'hui, puisque le président de la République demande de renforcer la MONUSCO qui vienne en appui
aux forces congolaises, en combattant comme ils l'ont fait d'ailleurs une fois. On a vu les résultats avec le M23. On a pu éradiquer facilement le M23 avec l'appui réel de la MONUSCO. Mais moi je dis qu'au préalable, ce que le président a dit, c'est bon. Mais au préalable, il fallait demander à ce qu'il y ait une levée des mesures d'embargo. C'est-à-dire à savoir des mesures qui nous contraignent à ne pas avoir des armes. On ne peut pas s'acheter des armes. Une armée qui n'a pas d'armes, même si on forme comment physiquement cette armée-là, quand il n'y a pas d'armes, des munitions capables de pouvoir riposter aux rebelles, ça pose un problème. Premier point, c'est ça. Il faut demander à lever l'embargo et ensuite avoir l'appui, comme le président l'a demandé. Dans l'entretemps, continuer à former. Je ne dis pas qu'on ne forme pas nos militaires, on continue à les former pour que le cas échéant, on puisse prendre la relève de la MONUSCO complètement, qu'on puisse avoir une armée qui protège nos frontières. Mais pour cela, il faut du temps. Ce temps-là, c'est ce que le président veut mettre à profit en attendant qu'on puisse lever l'embargo, former nos militaires à la guérilla, puisqu'aujourd'hui, nos militaires sont formés pour une guerre classique. Ils ne sont pas formés pour la guérilla, des rebelles, pour les terroristes. Il faut qu'on ait des cellules qui ripostent, qui sachent riposter contre ces milices qui sont des rebelles, mais qui sont aussi des terroristes quelque part, puisqu'ils ont les mêmes méthodes. Donc c'est un peu ça. Mais Singanti, vu tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, pourquoi alors faut-il utiliser le viol comme état inarmé de guerre par nos ennemis? Mais les ennemis qui utilisent ça, c'est pas nouveau, c'est pas propre au Congo. De tout temps, dans toutes les guerres, en Europe, partout ailleurs, on a toujours pendant ces genres de périodes d'hostilité exploité ce côté-là. Sauf que chez nous, ça a pris l'ampleur qui dépasse un peu ce qui se passe ailleurs. Mais c'est à nous. Nous avons une défaillance. Il faut qu'on reconnaisse qu'il y a une défaillance de nos services d'information, de nos services de renseignement. On ne peut pas combattre l'ennemi dans le sens des rebelles qui viennent chez nous sans qu'on ait de la bonne information, sans qu'on ait de bons renseignements. On doit renforcer ou modifier nos services de renseignement, nos services d'information. On doit avoir des militaires aguerris et une police bien formée, puisque la guerre qui arrive à l'est du pays ne nécessite toujours pas qu'il y ait la présence de l'armée. La police elle-même, si la police est bien formée, avec un bon service de renseignement, un bon service d'information, on peut aller savoir qui fait quoi dans cette histoire. On sait que dans cette histoire, contrairement à ce qu'on dit, c'est les Rwandais, c'est les Ougandais. Certes, c'est vrai qu'il y a l'Ouganda, le Rwanda et autres pensent pouvoir occuper, à défaut d'occuper notre territoire, mais avoir des facilités pour pouvoir exploiter indûment nos matières premières. Mais pour cela, si on avait une bonne force de l'ordre, c'est-à-dire la police bien renseignée, bien outillée, on mettrait fin à tout ça. Mais cela nécessite aussi des préalables. Les préalables, c'est quoi? Quand un policier touche $100 et que face à un ennemi qui lui présente ou 1 kilo de coltan ou alors l'équivalent de ce qu'on vend par rapport au coltan, ce policier-là sera efficace. Et ou ce militaire. Il peut trahir. Mais c'est des gens qui ne sont pas formés consciencieusement. Ils peuvent facilement trahir la nation. Quand il s'agit de pouvoir penser au Minerval, ou du moins à ses enfants, à sa famille, quand il a $100, sa femme tombe malade. Des fois, il peut arriver que dans la famille, 2 personnes tombent malades de la malaria. Vous savez combien ça coûte? Mais avec $100, il faut payer le loyer, il faut payer les infirmiers ou les médecins, les cas échéants. Il va faire avec quoi? Quand on lui présente $1000 ou $2000, il ne réfléchira pas 2 fois. Donc c'est à nous de voir comment on peut régler le problème. Merci beaucoup, M. Nganti. Avant que l'honorable puisse réagir à vos propos, comme lui, il est au moins l'homme du peuple au moins. Vous avez évoqué les problèmes de la diplomatie, le président aussi l'avait évoqué. Est-ce que la diplomatie n'est-elle pas au moins un frein pour s'en sortir de cette crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo? Madame, si nous ne communiquons pas vers l'extérieur,
on ne serait pas capable seul de régler nos problèmes internes. Et qu'à l'extérieur aussi répète, parce qu'aujourd'hui, normalement, le sommet est reporté suite à nos voisins. Madame, moi je réfléchis souvent en disant que est-ce que Mao Tse-tung, qui a été le président de la Chine pendant autant d'années, avait-il visité un pays en Afrique ou en Occident? Je ne sais pas, vous allez me corriger là-dessus. L'esprit de Yukong, de Mao Tse-tung, aujourd'hui produit des effets escomptés. La Chine est devenue la puissance qui prête l'argent aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont respecté le mot d'ordre de leur chef. Au fil du temps, nous allons capitaliser toutes nos erreurs pour qu'en fin de compte, on soit des vrais nationalistes, comme a dit tout à l'heure mon frère. Il faudrait que les Congolais se réunissent ensemble, qu'on laisse un peu de côté nos raisons politico, socio-économiques, etc. Nos erreurs se trouvent dans quel niveau? Comment ça? Nos erreurs se trouvent dans quel niveau? Non. Erreurs. Mais lorsque celui-ci se réveille le matin, il dit que je suis quand même le président de la République. Je donne des ordres vers l'Est pour que les généraux qui sont là-bas, les militaires qui sont au front, deviennent effectivement des patriotes, qui se disent que moi, X ou Y, je suis au front parce que mon pays est agressé. C'est des prises de conscience-là qui doivent nous interpréter tous. Alors au moment où le chef fait un pas, il y a d'autres qui l'obligent à faire 2 pas derrière. À ce moment, ça ne va pas. Vous comprenez? Alors, nous devons prendre en compte le devenir de la République. On ne peut pas continuer depuis 1960 à créer toujours des problèmes chez nous parce que l'autre est arrivé. Non, c'est notre pays à tous. Vous comprenez? Moi, je suis de l'Est, franchement. Je suis de Kisangani, j'ai des parents à Goma, Bukavu, à Bounet, etc. J'apprends que le chef d'état-major et les responsables de la police ont été à Bunia. En arrivant à Bunia, même pas 2 jours, on égorge 18 personnes. Mais qu'est-ce que cela veut dire ça? Moi, je ne comprends plus rien. Ou bien il y a des complicités internes qui font ces actes-là ignobles. Parce qu'à gauche, il y a du coton, à droite, il y a l'or. Mais vous tuez votre frère, vous tuez toute une famille. Pour qu'on vous rappelle à l'ordre, vous dites non, laissez tuer les gens, voici un poste. Est-ce que vous allez dormir la nuit? Je ne crois pas. Donc, madame, je lance un appel franchement pathétique à tout le monde. Parce qu'ici, on danse. Hein. Aujourd'hui, c'est l'examen d'État. On a vu des on a partout des poutres. Ici, on danse, tout ça, les dombolo, on prend la bière. Mais il y a quelque part où il y a des pleurs, où des familles sont exterminées, où les gens ne mangent presque pas parce qu'il faut d'argent. Et faisons en sorte que la République démocratique du Congo soit réellement un pays béni de Dieu. Merci beaucoup, honorable Saïlé, M. Ngaldi. L'installation de l'état-major à l'est de la République démocratique du Congo avait pour objectif au moins de mettre fin à l'insécurité qui ronge de l'autre côté. Mais quand on observe que rien ne marche, quel est alors l'impact de cette installation à l'est? Le mal qui nous ronge, c'est un mal au départ qui ne vient pas de l'extérieur pour moi. Le mal qui nous ronge vient d'abord de l'intérieur. Je n'exclus pas l'intrusion, l'implication des Rwandais ou des groupuscules rwandais, burundais ou ougandais. Mais le grand mal vient de nous-mêmes. Au sein de l'armée, tout le monde le dit. Donc si je le dis, je n'apprendrai à personne quelque chose de nouveau. Quand on envoie l'état-major là-bas, avec des généraux, des colonels et autres officiers supérieurs, mais il y a des réunions qui se font. Parmi ces réunions-là, il y a certains généraux qui ne sont pas d'origine congolaise. S'ils avaient encore demandé la nationalité congolaise et devenus congolais, le problème ne se pose pas, puisqu'on a des Congolais aussi qui sont dans les armées à l'extérieur, notamment en France, en Belgique, etc. Mais la plupart des officiers qu'il y a chez nous, pas tous, mais une bonne centaine, si pas 200 ou plus, sont des généraux qui n'ont jamais un parcours réellement de l'armée militaire, sont devenus des généraux comme ça, par le fait du prince, par Kabila père, par Kabila fils. Il y a beaucoup de Rwandais qui sont dans notre armée,
Comment voulez-vous combattre l'ennemi qui vient du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda, alors qu'ils ont certains de leurs dans notre armée? Dès qu'il y a une décision, les assaillants sont déjà au courant. Ils savent quelle est la stratégie qu'on a déjà mise en place. Ils savent comment riposter par rapport à notre armée. On est mal, on est très mal. Il faut régler le problème de l'armée, à l'intérieur de l'armée, comme à l'intérieur de la police. C'est la même chose. Avant aussi régler le problème des salaires et autres. Moi je dis, il y a aussi d'autres méthodes pour pouvoir régler le problème des conflits ou de l'exploitation de nos minéraux par des voies un peu détournées, par la voie des guerres. Mais il faut que nos autorités, au premier chef, le président de la République, les ministres, le conseil des ministres, le Parlement, décident à un moment donné qu'on trouve le moyen en interne, éventuellement qu'on trouve des associés à l'extérieur pour investir dans l'exploitation des minéraux à l'Est, notamment le coltan. Si on arrive à exploiter officiellement le coltan chez nous, si possible, si on arrive à non seulement à exploiter, mais aussi à arriver aux produits finis, je pense qu'on va réduire le nombre de mafieux qu'il y a là, qui passent avec le coltan dans les pneus des véhicules, qui passent peut-être dans les jupes des femmes et autres, etc. On n'a pas encore décelé tous les moyens qu'ils exploitent pour pouvoir faire passer ce minerai. Il faut une panoplie de mesures, pas des mesures comme certains Congolais disent, le gouvernement arrête toujours des mesures, mais comme des couturiers, mais on ne voit jamais des vêtements, des habits qui sortent après des mesures que le gouvernement prenne. Il faut qu'ils prennent des décisions, mais cette fois-ci avec un suivi qui ait des résultats. Donc l'installation des industries d'extraction de nos minéraux, notamment le coltan, la transformation de ces minéraux sur place. Aujourd'hui, le Rwanda transforme certaines matières premières, notamment le coltan. Ils peuvent avoir aussi le coltan, hein, parce que j'ai vu un reportage où ils ont toute une industrie, etc., d'exploitation des minéraux. Peut-être qu'on est en train de créer dans le vide. Peut-être qu'aussi, il y a des minéraux qui quittent le pays pour aller là-bas compléter ce qu'ils ont sur place, puisque c'est le continuum au niveau territorial. Ils peuvent avoir aussi les mêmes matières premières. Mais n'empêche que nous devons nous inscrire dans le fait d'implanter des industries extractives à l'est de ce pays. Ça va embaucher tous ces jeunes-là qui sont dans le puits. Au lieu d'être dans le puits, ils vont travailler dans nos industries minières. Ils auront du boulot et ne perdront pas le temps pour pouvoir servir de relais à ces malfaiteurs qui sont à la fois congolais et étrangers. Donc voilà, l'armée, ça suppose vraiment une très grande réforme de l'armée, une très grande réforme de la police, une très grande réforme des services de renseignement et d'information. Merci beaucoup. Vous proposez au moins une réforme sur l'armée de la République démocratique du Congo. Mais est-ce que c'est possible à l'ère où nous sommes, vu l'insécurité qui ne cesse de battre son ampleur à l'est de la République démocratique du Congo? Un père de famille qui a des enfants, madame, des cousins de la maison, etc., et constate que dans une des chambres, il existe un serpent venimeux qu'on n'arrive pas à capturer et à tuer. Et il fera comment? Hein, il va se forcer, il va prendre conscience du danger. Que ma maison est menacée parce que dans cette chambre-là, il y a un ennemi qui ne veut pas partir. Au besoin, il peut appeler des voisins, hein, la MONUSCO. Il peut appeler le voisin, il dit que venez un peu me secourir, cherchons les voisins pour enlever cette épine sous la plante de pied. Hein. Il faut, les décideurs politiques ne peuvent pas dormir sur le laurier. Le gouvernement est là pour réagir, pour chercher de voies et moyens, afin que le peuple, qu'on parle tant, peuple, puisse, mais commence déjà à dormir un tout petit peu. Et même si on a pris une petite banane le soir, on n'a pas bien mangé, l'essentiel est de dormir pour récupérer les forces. Vous comprenez? Alors s'il y a toujours cet écho-là, à Bunia, à Butembo et à Beni, tous les jours, mais à ce moment-là, moi ça me dérange, moi ça me préoccupe. Vous comprenez, hein? Oui. Parce que là-bas, ce sont des familles qui existent. Et ce sont des Congolais qui existent. Ce sont des Congolais qui sont décapités.
Mais ces images-là qui choquent, je ne sais pas de fausses images. C'est du vrai. Vous comprenez? À ce moment-là, la République doit se mobiliser, chercher l'argent par tous les moyens pour mettre les combattants à l'aise. Mais mon Dieu, la MONUSCO dispose aussi de matériel sophistiqué. Il y a des jumelles infrarouges qui peut déterminer que quelque part là-bas, ce sont des enseignants qui vivent là-bas. Que l'union fait la force. Et franchement, d'ici à peu de temps, pourquoi pas d'ici... dernièrement, j'ai suivi que l'armée, les forces armées ont pourchassé des enseignants quelque part dans l'Est là-bas. Alors, qu'on continue comme ça, que d'ici à la fin de l'année, qu'on sente une certaine accalmie, un mois, on ne tue personne, tout ça, c'est ça l'espoir de vie. Vous comprenez? Oui. Voilà, faisons quelque chose. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, à vous qui venez juste de nous croiser en cours de route. Aujourd'hui, nous analysons la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas seule, en face de moi, il y a M. Ngandi et Honorable Saïlé. Je reviens à vous, M. Ngandi. Les droits collectifs, comme dispose l'article 50 de la Constitution, ça profite à ceux qui sont à Kinshasa, vu tout ce qui se passe, ou bien à ceux qui sont à l'est de la République démocratique. Le droit? Les droits collectifs. Ah, les droits collectifs, d'accord. Moi, je dis qu'il ne doit pas avoir discrimination à l'intérieur d'une république, d'un État comme le nôtre. Le droit doit être le même partout. Mais pour que le droit doit être le même partout, il faut qu'il y ait des remparts, des gens qui vérifient, qui protègent des populations à égalité. Quand je regarde Kinshasa, par exemple, je pense que c'est aussi vrai dans les grandes villes, les milliers, des centaines et des milliers de militaires qui sont devenus des gardiens des immeubles, des maisons. Quand on regarde des centaines et des milliers de militaires en tenue qui sillonnent la ville de Kinshasa, nulle part au monde, sauf dans une situation d'état de guerre, oui. Mais à Kinshasa, on n'est pas en situation de guerre. À quoi rime le fait que les militaires soient en tenue et vagabondent au travers de la ville? J'aurais voulu que ces militaires soient associés à nos forces qui sont à l'Est et que de manière permanente, comme il y a la situation de Vigipirate dans le pays comme la France, quand il y a des problèmes de terrorisme, on le voit dans les grands centres comme des gares et autres, à l'intérieur de systèmes de transport en commun, métro et autres. J'aurais voulu que ces militaires en tenue, pour dissuader l'ennemi, qu'on puisse les déployer à l'Est dans chaque commune, qu'ils travaillent en combinaison avec la police, en treillis, quand ils sont là la nuit, le jour, à occuper toutes les rues de Goma ou d'autres contrées à l'est du pays, ça peut dissuader l'ennemi, puisque on verra qui aura l'outrecuidance de pouvoir venir rentrer dans une parcelle, tuer et partir sans qu'on puisse commettre leur forfait, sans qu'on puisse les arrêter. Il faut qu'on se mette dans une situation d'état d'urgence où les militaires seront déployés partout, la police partout et à toute heure, des contrôles au niveau des véhicules, des contrôles. Et puis on doit avoir des hélicoptères, les Nations Unies sont encore là. C'est eux qui nous aident sur le plan logistique. Pendant qu'ils sont là, ils nous prêtent leurs hélicoptères et avec le système infrarouge, même la nuit on peut aller dans les buissons, dans les steppes et autres forêts, voir là où il y a des groupes de gens qui fonctionnent de manière indue. Et on peut aussi s'associer aux États comme les États-Unis, comme la France, sur les systèmes de détection par satellite. On peut savoir où se trouve le mouvement des rebelles et autres facilement. Je pense que c'est ça qui peut nous permettre, notamment la bonne diplomatie offensive, nous permettre d'anéantir dans très peu de temps, dans les 6 ou 12 mois à venir, ces groupes de rebelles. Mais, de manière permanente, on doit avoir nos forces armées au niveau de nos frontières, déjà. Au lieu d'avoir les forces des Nations Unies comme force d'interposition, on doit avoir nos militaires face aux frontières qu'il y a en face de nous, de Rwanda, de Burundi, etc. Au lieu qu'ils soient ici à Kinshasa, à faire le gardien, à jouer au gardien, les ministres, les PDG, même des particuliers simples, pour gagner $50 de plus ou $100 de plus. Leur place est à Goma. On devrait interdire même les militaires en tenue de circuler. Un militaire doit être caserné.
doit avoir l'habitude de casernement. Mais ils sont là. Est-ce qu'ils se sentent encore militaires en dehors de la tenue? Ils côtoient les civils. Il y en a qui achètent des poules. Tu le vois, militaire en tenue. Il ne respecte même pas la tenue. Il tient sa poule vivante pour amener à sa femme. C'est n'importe quoi. Un militaire doit être respecté et respectable. C'est une des forces, un bras séculier de l'État. L'État n'existe que puisqu'il y a des forces de l'ordre, la police, puisqu'il y a l'armée. La police pour l'ordre intérieur, l'armée pour l'intégrité du territoire. Mais on voit la police et l'armée embêter plutôt les gens là où il y a la paix, que plutôt d'aller embêter là où il y a des rebelles. On voit même d'ici à Kinshasa, c'est un exemple qui ne corrobore pas par rapport à ce qui se passe à l'Est. Le Kuluna, on est même dans une situation difficile de démanteler où se trouve le Kuluna. Même ici à Kinshasa, au lieu que ces militaires-là se promènent en longueur de journée, en tenue, ils devraient se promener la nuit, faire rue par rue, comme les chefs de rue sont incapables de gérer leur administration au niveau de leur quartier, que les militaires, pendant ces temps difficiles des Kuluna, comme à l'Est, soient là partout, dans chaque rue. Mais bien sûr, qu'il y ait une police de police pour vérifier, qu'il y ait une police militaire pour pas qu'il y ait des exactions qui viennent des mêmes personnes qui sont là pour pouvoir sauvegarder l'intégrité du territoire et puis rendre que nos populations vivent dans la paix. Merci beaucoup, M. Nganti. Honorable Saïlé, le chef de l'État soucieux de son pays avait au moins organisé le mini-sommet à Goma, mais dommage à que ce sommet est reporté. Comment analysez-vous ce report? Mais c'est une œuvre humaine. Hein? Nous vivons sur une terre d'imperfection. Et vu la situation que nous sommes au moins de s'atténuer le jour au lendemain. Bon, on fait allusion que l'adjudant du chef n'avait pas permis que cette réunion se tienne. On a dit que, comme il y a report, oui, ça ne prend pas beaucoup de temps, on va y revenir. Les proches, les techniciens, les experts, ils travaillent pour que prochainement, on ne rate pas l'occasion de se communiquer. Surtout que c'est une réunion qui doit réunir les pays voisins de RDC pour qu'on en parle franchement avec tout le courage voulu et qu'on mette le pied sur les îles. Vous comprenez? Parce que normalement, madame, Adef Nalou, c'est une rébellion contre le gouvernement de l'Ouganda. Et le chef de l'État de l'Ouganda sait très bien que ses frères, peut-être d'autres sœurs, sont en train de tuer les gens chez nous. Alors, on ne peut pas même se poser des questions au niveau de l'Ouganda. Pourquoi un tel comportement? Est-ce que l'Union africaine, est-ce que, je ne sais pas, la SADC ne peuvent pas vraiment s'y pencher pour attirer l'attention des dirigeants de ce pays-là qui dérangent la République? Vous comprenez? Hein? C'est comme si ils sont en train de jouer du théâtre de chez nous, mais il y a mort d'homme. Qu'a fait le Rwanda pour empêcher cette rébellion-là de... Est-ce que les Rwandais et les Ougandais, à leur niveau, ne peuvent pas rappeler d'une manière ou d'une autre leurs frères pour qu'il y ait réunion chez eux? Parce que comme il y a rébellion, c'est-à-dire quelque part, les Ougandais qui sont chez nous ne trouvent pas leur compte dans le chef du gouvernement de l'autre côté. Alors à ce moment-là, que fait l'Ouganda? Que fait le Rwanda? Que fait le Burundi pour permettre à ce qu'il y ait la calme chez nous? Nous sommes des victimes innocentes. Vous comprenez? Les différents qui opposent ces ennemis-là, les ennemis des gouvernements de voisins. Mais ce n'est pas notre problème. Mais nous payons les grands tribus. Pourquoi? Donc, en pareille circonstance, je crois, d'ici à peu de temps, il faudrait réellement que cette réunion se tienne pour remettre de l'ordre dans les esprits de tout le monde. Vous comprenez? Nous n'attaquons personne. L'armée congolaise n'attaque pas même les rebelles, même d'autres là, les Ougandais. Non, on n'attaque personne. Nous subissons. Nous subissons pour rien. Donc il faudrait que la communauté internationale, enfin toujours la communauté internationale, les Africains eux-mêmes, peuvent se dire que non, il est temps qu'on puisse mettre un point final à toutes ces bêtises-là.
Merci beaucoup, M. Ngandi. Que préconisez-vous, parce qu'on nous signale que ça nous reste moins de minutes pour boucler cette émission. Que préconisez-vous face à cette insécurité à l'est de la République démocratique du Congo? L'histoire se répète souvent. Oui. Moi, j'aimerais attirer l'attention des Ougandais, des Burundais comme des Rwandais que le monde ne commence pas aujourd'hui. S'ils avaient bien étudié l'histoire, ils doivent savoir qu'il y a ce qu'on appelle le revers de la médaille. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre la RD Congo en difficulté et qu'ils sachent que demain, si ce n'est pas l'Ouganda, ce sera le Rwanda ou le Burundi qui sera en difficulté, qui aura besoin de la RD Congo. Demain, on pourra avoir une force armée, une armée forte et un pouvoir fort qui, face à ce genre d'exactions, comme vous le disiez, au lieu de nous limiter à notre territoire, on va bouter d'abord l'ennemi, on va le poursuivre même dans le territoire rwandais, ougandais. On ne peut pas faire la guerre aux trois. On peut choisir un des trois pays et démontrer qu'on a une force qui peut aller jusqu'à occuper quelques kilomètres de leur territoire et encercler l'ennemi. Il ne faut pas qu'on en arrive à ça. La diplomatie, c'est quelque chose, c'est une façon de faire la guerre autrement, de manière pacifique. C'est la voie qu'a choisi notre président actuel. Moi, je pense que c'est de bonnes guerres. Donc, il faudra que les autres soient intelligents et comprennent. Pourquoi cette réunion n'a pas eu lieu? Le président était prêt à y aller. Tout était déjà réglé. C'est la dernière minute que le président rwandais, qui pour des raisons de santé ou de Covid, a préféré plutôt que ce soit reporté à une autre date. Et quand les militants de l'UNC du Nord Kivu nécessitent aussi de s'impliquer dans cette affaire en disant qu'il est... C'est subsidiaire, c'est subsidiaire. Et c'est vrai qu'il y a eu de groupuscules qui n'acceptaient pas que le président rwandais puisse fouler notre sol. Quelques militants de l'UNC ne voulaient pas non plus que le président de la République y aille sans leur Vital Kamerhe. Et ils sont dans une situation où ils ne comprennent pas les choses. Vital Kamerhe, comme le président Félix Tshisekedi, c'est eux qui ont prôné l'état de droit. On est en train de mettre en œuvre l'état de droit. Mais ce sont les mêmes, du moins des groupuscules, qui viennent pour remettre en cause le président de la République ne peut pas s'impliquer dans les histoires de la justice. C'est lui, comme Kamerhe, qui avait initié cette démarche, qui est une bonne démarche pour l'avenir de notre pays, pour faire en sorte que la justice soit là pour sauver tout le monde, même si on est loin d'en arriver, puisque moi, comme le professeur, mon compte à Bonza, nous disons que l'état des droits, on soutient, ça doit aller de l'avant, mais ça suppose aussi qu'on réforme l'État. On ne peut pas mettre en place l'état des droits sans qu'on ait réellement un État avec le vrai contour de l'État, un État avec une administration efficiente, efficace. C'est nécessaire. L'état des droits doit être accompagné par un État qui existe réellement. Un État qui existe réellement ne peut pas souffrir comme nous souffrons à l'Est, où les forces étrangères viennent troubler l'ordre public, la police est incapable, on met l'armée, ce n'est pas son rôle. L'armée ne sait même pas par quelle voie commencer pour pouvoir bouter. Merci beaucoup, honorable Saïlé, votre mot avant de boucler cette émission. J'espère que d'ici à peu de temps, la République démocratique du Congo doit se réveiller. Nous sommes quand même grands par rapport à ce petit pays-là qui nous gêne. Nous sommes 80 millions. Le Rwanda, c'est à peine 2 millions. Si on prenait 3 millions de chez nous pour verser là-bas, chacun s'occupera d'un seul Rwandais. Chacun. Pour neutraliser tout. Mais nous voulons la paix. C'est dans la paix qu'il y a collaboration, qu'il y a développement, qu'il y a échange, tout. Mais pourquoi, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, on ne respire pas? Non, il est temps que les pasteurs, eux aussi, qui sont en train de prier à tout moment, qu'ils fassent la vraie prière et que Dieu de nos ancêtres puisse les exaucer. Merci beaucoup, M. Ngandi. Merci beaucoup, honorable Saïlé. Ça n'est fini pour ce soir, fidèles téléspectateurs amoureux de show. Des 30 minutes pour convaincre, excusez-moi. Excusez-moi parce que je présente du show d'Ogène, et 30 minutes c'est chaud aussi. Voilà, c'est une démonstration. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité d'analyser cette thématique sur la crise sécuritaire qui touche notre territoire congolais. J'ai eu l'opportunité d'avoir M. Ngandi et honorable Saïlé. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.